LVMH, qu'est-ce que j'ai pensé des résultats 2023? On va essayer de comprendre si oui ou non il y a un ralentissement à prévoir sur l'année 2024 ou l'année 2025. On va essayer de comprendre ça tout de suite dans cette vidéo. Donc LVMH, vous avez vu là ce petit gap qui vient d'arriver, donc plus 11,85%. Donc depuis hier, c'est-à-dire qu'on était descendu sur un point bas à 649. Voilà, la bougie, vous la voyez ici, plus bas à 644. Et aujourd'hui, on est à plus de 766. Donc on a pété notre moyenne mobile 50. Et donc on a notre PER qui se retrouve à peu près à 23 alors qu'on était descendu à plus de 20 fois les bénéfices. Et on est repassé à plus de 24 fois les bénéfices. Donc on va aller regarder maintenant en termes de quantitatif qu'est-ce qui a augmenté, oui ou non. Donc en termes de revenus net on l'a pas, en termes de revenus net on a une augmentation de 7,42% en 2023, donc ils nous ont dit 8%. On va aller regarder les communiqués. Donc dans les communiqués, j'ai vu, donc je les ai lus hier quand ils sont sortis donc en pré-marché. Et en post-marché, pardon, et donc le plus important a été que les résultats du Q4 n'ont pas été marqués du tout, c'est-à-dire que pour aller les chercher, il faut aller vraiment très loin, donc j'ai dû aller dans le communiqué ici, LVMH résultat annuel 2023 qui fait 4 pages, voilà, alors que dans celui qui fait 80 pages, on n'a pas une seule mention des ventes du 4e trimestre, et ensuite pareil dans les slides, en fait pour aller le retrouver, il faut aller vraiment extrêmement bas, donc on va aller hop, le regarder. Voilà, là on est ici, croissance organique à 2 chiffres des ventes en Europe, Japon et Asie, hors Japon 2023 et poursuite de la croissance aux États-Unis. Donc là vous voyez l'évolution organique trimestrielle des ventes par région. Donc on voit qu'au Japon on a une augmentation de plus 28%, c'est-à-dire que on avait eu une petite baisse à ce niveau-là et donc au final on vient remonter à petit peu près ça. Asie exclut Japon, on a quand même 18%. Donc on est quand même sur une augmentation par rapport au dernier trimestre. L'Europe c'est pareil et les États-Unis c'est pareil. Donc en termes de ventes par région, on a une augmentation. Maintenant, nous, on va aller regarder, voilà, performance solide des évolutions contrastées selon les divisions. Donc, quelles divisions ont pu baisser, oui ou non? Donc, en termes de chiffre d'affaires, on est sur plus 13% au total du groupe. En vin et spiritueux, on a fait moins 4%, donc ça, c'est pas du tout étonnant, on s'y attendait. En mode et maroquinerie, on a fait plus 14%. En parfum cosmétique, avec la division Sephora, on a fait plus 11%. En montre et joaillerie, on a fait plus 7%. C'est tout à fait normal. Les distributions sélectives, plus 25%. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est là-dessus qu'on va aller marger le plus. C'est là-dessus qu'on va aller proposer des produits dits de ultra luxe. Donc c'est la distribution sélective que propose LVMH à travers ses dernières enseignes. Donc on peut voir que effectivement on a un petit ralentissement, mais qui est meilleur en tout cas que le T2 et le T3. Vous le voyez, dans le total du groupe, on a un plus 13%, alors que T1 et T2 on était à plus 17%, donc évidemment qu'on a un petit ralentissement. Maintenant, ils nous ont pas donné évidemment de conseils sur 2024. Je pense qu'on aurait un single digit, c'est-à-dire à peu près au moins, je pense, entre 8 et 10% de croissance sur 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un PER de 20 en soi, si vous l'avez acheté avec un PER de 20 avant les bénéfices, je pense que vous pouvez encore garder LVMH et ça peut être encore intéressant. Donc là, vous le voyez à ce niveau-là, croissance publiée, vin et spiritueux moins 7% et croissance organique moins 4%. Donc là, évidemment, on est dans la croissance organique, mais croissance publiée, c'est ça qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que la croissance publiée, elle prend en compte le périmètre constant, elle prend en compte le taux de change. Donc là, on voit qu'effectivement, le taux de change nous a pas mal impacté, que ce soit sur la mode, les parfums, la distribution sélective qui arrive finalement à plus 20, et donc les vins spiritueux qui passent de moins 4 à moins 7. Donc au final, en total, on est à plus 9 à structure, taux de change comparable pour le groupe, l'effet périmètre par rapport à 2022 est nul, et l'effet de change est de moins 4% sur le total du groupe. Donc c'est beaucoup. Maintenant, on va aller regarder ici, voilà, les ventes par rapport en millions d'euros, donc par rapport au dernier trimestre. Donc là, on va pas les prendre les ventes organiques, on va les prendre ici, les ventes là. Donc en termes, vous les voyez ici, vin et spiritueux, 1900 par rapport au premier semestre. Donc on va surtout regarder les premiers trimestres. On est quand même sur une augmentation, c'est-à-dire qu'en termes de vin et spiritueux, on monte. En termes de mode et maroquinerie, on monte, mais vraiment très très petit. En termes de parfum et cosmétiques, c'est pareil, donc on arrive quand même à battre notre T3 et notre T2, mais le T1 est toujours beaucoup trop important. Par contre, la distribution sélective, vous voyez que le 4e trimestre, on a fait un revenu beaucoup plus important qu'on avait pu avoir donc au premier, deuxième et même au 3e trimestre. Donc potentiellement, l'ultra luxe, il y a toujours une demande et donc il y a toujours de la croissance. Donc ça, on le sait, évidemment, ça va être dans les divisions où il va avoir peut-être montre, joaillerie, vin et spiritueux, etc. qui vont être des modes qui vont un petit peu plus baisser. Alors que mode et maroquinerie, parfum et cosmétiques et distribution sélective, je pense que c'est là-dessus que LVMH va pouvoir gérer et générer le plus de gains. Donc on va quand même aller regarder là-haut et voir donc
c'est à ce niveau-là, voilà, vin et spiritueux par exemple, des tendances contrastées sur les marchés après une année 2022 exceptionnelle. Donc ventre et champagne, plus 2%, politique ferme de hausse des prix, voilà, donc c'est-à-dire qu'on a des volumes qui baissent et on a des prix qui augmentent, hein. Évidemment, on n'a aucune donnée sur les volumes. C'est ça en fait, hein. On ne parle pas des chiffres, donc elles sont mentionnées vraiment, il faut aller les chercher. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation aussi importante, parce que Bernard Arnault, donc en tout cas de comment est-ce qu'il a présenté les résultats de son entreprise, donne envie. C'est-à-dire qu'avec une croissance de plus de 9% établie sur l'année, en fait, ça forcément ça nous donne envie, ça nous dit ah, l'entreprise arrive à bien gérer, mais on n'a pas d'informations sur 2024, on ne sait pas si la Chine va reprendre, oui ou non, on n'a pas d'informations, en tout cas en termes de ventes par pays, on n'a pas une reprise exceptionnelle, on a voilà, vente organique, moins 10% des ventes et cognac et spiritueux, donc ce qui nous fait prendre un moins 7% en prenant en compte la vente de champagne et de vin. Et donc là, vous le voyez ici, reprise contrastée en Chine, effet du Covid en début d'année sur les célébrations du Nouvel An chinoise. Voilà, donc là on le voit. Ensuite, mode et maroquinerie, donc on a Louis Vuitton, une nouvelle année record, Christian Dior, croissance remarquable dans toutes les lignes de produits, et ensuite on a du Céline, Fendi, Marc Jacob, Berluti, Pucci, etc. Donc là on voit tout ce qu'ils ont pu ouvrir, progression soutenue avec leurs nouvelles lignes, etc. Parfum cosmétique, donc parfum Dior, donc là ils nous disent remarquable, mais on n'a pas eu grand chose, hein. Ça a été surtout Sephora qui a augmenté, donc là on l'avait en tout cas au début, donc là vous le voyez ici, voilà, distribution sélective, donc Sephora fait partie de cette distribution sélective, nouvelle année en record des ventes, performance exceptionnelle en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, poursuite de gains de part de marché, rénovation de la boutique phare des Champs-Élysées à Paris, succès de la collaboration avec quelqu'un aux États-Unis et les 2 premières boutiques au Royaume-Uni. Et là ensuite, reprise avec la réouverture des frontières, donc DFS, vente en progression, mais toujours au-dessus, enfin en dessous du niveau de 2019, retour des voyageurs, etc. Et le bon marché, dynamique solide. Donc le bon marché, c'est quelque chose qu'ils avaient racheté en 84, c'est un des premiers trucs qu'ils avaient racheté. Dans le bon marché, il y avait Dior, il y avait je sais plus, il y avait Sephora, il y avait Castorama, etc. Donc des bonnes marques. Et donc voilà, aujourd'hui on va être les 100 ans de la grande épicerie, donc du bon marché. Et donc là, on nous donne les perspectives 2024. Donc là, on n'a aucune perspective chiffrée, hein, c'est-à-dire que la vigilance, engagement, esprit d'entreprise, voilà. Donc en fait, on ne veut pas nous mettre des chiffres. On a donc une marge opérationnelle intéressante. On n'a pas de le ROCE ni le ROE, c'est-à-dire qu'on l'a pas. Hein, j'ai essayé de le chercher dans autre chose et donc bah, on l'a pas du tout. Hein. On a peut-être les marges brutes qui ont augmenté, ouais. Allez, parce qu'on a fait une augmentation d'effet prix. Par contre, voilà, on n'a pas les volumes. Donc, charge financière de la dette, on voit que on a pris beaucoup de dettes. Hein. Je pense qu'on peut peut-être le regarder en termes quantitatifs à ce niveau-là. Alors, cash flow, hop, cash flow des activités d'exploitation, émission de la dette ici. Voilà, donc là, on a émis 2,72 milliards de dettes. Et donc, cette dette-là nous fait passer d'à peu près 50 en compte de résultats de revenus hors exploitation, charge d'intérêt sur la dette, à nous faire passer à des plus, voilà, 400 000, peut-être encore plus. Donc c'est pas très très intéressant, mais après voilà, de toute façon, nos actifs ils sont toujours extrêmement forts, extrêmement puissants, et voilà, capacité d'autofinancement qui augmente, donc de toute façon, voilà, variation du BFR, on a une variation du BFR qui est beaucoup plus élevée, et donc cash flow disponible d'exploitation, donc on passe de 10 000 à 8 milliards, voilà, 8 milliards, alors qu'on avait un revenu net qui était exprimé à peu près, qu'on le regarde là, un revenu net à 22 milliards. Donc là, c'est pas le cash flow. Hein. Voilà, c'est pas le cash flow. Et donc vous voyez ici, variation suite à l'issue de la trésorerie, 18 milliards, et donc après cash flow disponible qui baisse. Donc on a un cash flow moins bon. Croissance moyenne annuelle sur 5 ans, plus 17%, parce qu'évidemment à ce niveau-là, bam, 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 la belle croissance, et ensuite, bon là, on est sur le dividende, hein, évidemment. Donc là, en termes d'annexe, on a les ventes par trimestre, donc par activité, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai pu vous montrer. Donc voilà, en termes de S2, est-ce qu'ils nous mettent le S2 2023? Voilà, le S2 2023 par rapport au S1. Donc on a une augmentation à ce niveau-là. On a une baisse par rapport à la maroquinerie. On a une augmentation par rapport à la parfumerie. On a une augmentation très 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 légère par rapport aux montres. Et une augmentation de la distribution sélective beaucoup plus importante. Voilà, donc tout ça lié par Sephora et l'augmentation des demandes dans l'ultraluxe. Donc les résultats sont assez mitigés, on n'a pas de données de croissance, je pense qu'il faut aller écouter le conference call si vous voulez en savoir plus, mais de toute façon je l'ai écouté, il donne pas énormément d'indications sur le futur de la croissance, à part au moins peut-être entre 8 et 10% de croissance l'année prochaine.
potentiellement. Maintenant, voilà, faut aller voir. Est-ce qu'il va y avoir des relais de croissance, etc. On sait qu'il va y avoir les Jeux Olympiques 2024, donc LVMH est partenaire des Jeux Olympiques 2024, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tous les Chinois qui vont débarquer en France pour aller sur les Champs-Élysées. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention et donc voir si, est-ce que oui ou non, en fonction de aujourd'hui avec les taux d'intérêt, etc., est-ce que les gens vont venir en France pour passer les Jeux Olympiques 2024. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.